site et que vous convertissez donc 1% de ce trafic, donc 1%, et qui vont acheter un produit à 10 $, ben, ça vous donne 10 000 $ de vente. Mais si, par exemple, vous êtes capable de convertir 1,5% de ces gens, donc c'est juste 0,5% de plus, et que vous gardez toujours le même prix, bien, vous pouvez faire quand même 15 000 $ de plus. Donc, l'objectif, c'est de se dire que vous n'avez pas besoin de toujours dépenser plus en publicité pour attirer plus de personnes. Le but, c'est de se dire, avec le même nombre de personnes qui viennent, ben, je peux aller augmenter mes ventes. Deuxième point qui est super important, et ça, je veux que vous le reteniez, c'est que dernièrement, en fait, le prix de la publicité, il a explosé. Donc là, ici, je vous ai mis ce qu'on appelle le CPM. CPM, ça désigne le coût par 1000 impressions. Autrement dit, combien ça vous coûte pour afficher votre message publicitaire à 1000 personnes. Donc, entre 2021 et 2020, en fait, on voit que pour YouTube, ça a augmenté de 108%. Google, 108, même chose. Facebook, 89%. TikTok Ads, 92%. Et Snapchat Ads, 64%. Donc, dites-vous que ça va continuer d'augmenter. Donc, si vous voulez vraiment faire plus de ventes, ce n'est pas seulement qu'il faut dépenser plus en publicité, mais il faut penser aussi à l'expérience que les gens vont vivre sur votre boutique en ligne. Et dites-vous aussi que travailler votre CRO permet d'améliorer l'expérience de vos utilisateurs parce qu'il y a plus de chances que les utilisateurs vous recommandent votre marque, plus de chances aussi de générer des achats qui sont répétés. D'ailleurs, selon Klaviyo, attirer un nouveau client coûte 5 fois plus cher que de fidéliser un acheteur existant. Donc là, ici, je vais parler de la provenance du trafic avant d'aller dans les meilleures pratiques en CRO. Parce qu'il y a une dure vérité, et ça, je suis bien désolé de vous le dire, personne ne se connecte sur TikTok, Instagram, Facebook pour voir votre entreprise. Personne. Les gens se connectent d'abord et avant tout pour se divertir, se déconnecter du quotidien. Je vais mieux expliquer ça, parce que dites-vous qu'une personne, par exemple, qui vient de Facebook, n'a pas autant de une personne qui vient de Facebook sur votre site n'a pas autant de chances qu'une personne qui vient de Google. Donc là, ici, je vous ai mis quelques statistiques là-dessus, qui viennent de Kibo Commerce. On voit en fait que selon la source de trafic, eh bien, les chances que ces personnes vont convertir, donc va acheter sur votre site, ne sont pas les mêmes. Quelqu'un qui vient des réseaux sociaux, donc on parle environ de 2,2%, alors que Google, on parle de 3%. Donc, dites-vous que là, les chiffres, c'est sûr que vous allez me dire que c'est seulement 0,8%, mais dites-vous que 0,8% sur 100 000 utilisateurs, ben, ça fait une grande différence. Donc, dites-vous que oui, les réseaux sociaux, ça reste pertinent. C'est une excellente façon de faire connaître sa marque rapidement, mais il est important aussi d'avoir plusieurs sources de trafic sur son site. Je vais aussi vous parler de la température du trafic, parce qu'il n'y a pas seulement d'où est-ce que la personne vient qui va jouer en sorte, qui va faire en sorte qu'une personne va convertir ou non. Il faut aussi considérer est-ce que l'utilisateur connaît oui ou non votre marque. Donc, c'est là le concept de la température du trafic. Quand on parle de trafic froid, on parle de personnes qui n'ont jamais entendu parler de votre marque, qui ne connaissent pas vos produits ni vos services. Il y a peu de chances qu'ils vont acheter dès la première visite. Donc, en termes de trafic froid, comment vous pouvez faire de l'acquisition, une bonne façon de faire, c'est avec des blogs. Donc, moi, mettons avec Le Balconnier, je vais te prendre l'exemple de la boutique Le Balconnier, ce que j'avais fait pour eux. J'ai rédigé différents blogs. Comment aménager un coin de repos sur son balcon. J'ai mis des images sur Pinterest, parce que les gens qui vont chercher de l'inspiration, souvent, ils vont, tout dépendant du produit que vous vendez, bien sûr, parfois, ils vont aller sur Pinterest, s'inspirer, et ensuite, ils vont faire des recherches sur Google. Il y a aussi tout ce qui est relations de presse. Parce que moi, à un certain point, avec tous les articles que j'ai rédigés, ben, ça attire des journalistes. Et là, ben, j'obtiens des mentions dans la presse. Donc là, il y a plusieurs personnes qui ne connaissent pas du tout ma marque et là, qui voient, mettons, ah, ben, Thierry, leur fils de telle boutique, a dit ça. Et vous avez aussi le marketing d'influence qui reste une bonne façon d'aller acquérir du trafic froid. Par la suite, ben là, il y a le trafic tiède. Donc là, on parle des utilisateurs qui connaissent votre entreprise et ils vont montrer un intérêt envers vous, mais ils ne sont pas encore prêts à acheter. Donc, c'est sûr que vous avez plus de chances de convertir ces personnes-là que du trafic froid. L'objectif ici, c'est de prendre le trafic qui est froid et le réchauffer. Donc, des bonnes choses que vous pouvez faire, c'est avec du contenu sur les réseaux sociaux. Donc, les gens qui vous suivent, ben là, vous publiez du contenu régulièrement. Vous avez aussi ce qu'on appelle des publicités de retargeting. Retargeting, je vais le définir ici. C'est toutes les personnes qui sont venues sur votre site et qui ont fait certaines actions. Ben là, vous pouvez envoyer des publicités précisément à ces personnes-là. Donc, des gens qui sont déjà venus sur votre site, qui ont accompli certaines actions.
Et finalement, on a le trafic chaud. Donc là, c'est les gens qui savent vous êtes qui, ils sont engagés, ils vous aiment bien et ils sont prêts à acheter. Donc l'objectif, c'est vraiment de transformer ce trafic qui était froid au début, donc les gens qui ne vous connaissent pas, en un trafic qui est chaud. Dans le trafic chaud, moi, ce que j'aime bien, c'est tout ce qui est email marketing. Donc là, je vais vous donner un exemple. Pour ceux qui étaient venus au dernier Learn Up, je vous avais parlé de justement tout ce qui était les séquences de paniers abandonnés, mais c'est là que ça devient important. Là aussi, vous pouvez aller avec du retargeting, donc des publicités qui vont viser précisément les personnes qui qui ont visité votre site mais qui n'ont pas acheté. Donc, qu'est-ce que vous devrez retenir ici, c'est que pour qu'un utilisateur achète sur votre site, ce n'est pas seulement le site qui va faire toute la différence. Il faut aussi penser à l'expérience avant, pendant et après. Donc, comment j'attire la personne qui ne me connaît pas? Comment justement je fais en sorte que cette personne va apprécier ma marque, donc ça va être du contenu, et ensuite m'assurer que ces personnes reviennent et fassent des achats répétés. Parlons maintenant des meilleures pratiques en e-commerce. La première, c'est de montrer les photos de vos produits sous plusieurs angles. L'erreur que je vois très fréquemment, c'est que les gens vont mettre seulement une photo sur leur boutique en ligne. Mais il faut que vous gardiez à l'esprit que les personnes qui sont sur votre site, ils ne peuvent pas voir, ils ne peuvent pas toucher le produit comme si c'était en magasin. Donc, lorsque vous planifiez de faire des photoshoots de produits, demandez au photographe au moins 4 à 5 photos sous plusieurs angles. Comme ça, la personne, c'est comme si elle pouvait voir la photo en temps réel, et idéalement sur un fond blanc. Et pour ceux qui ils se disent, mais OK, est-ce que la photo, c'est encore pertinent? Dites-vous que 93% des consommateurs considèrent l'apparence visuelle comme un facteur clé. Et en plus que près de 50%, la moitié du cerveau humain, ça sert à traiter de l'information qui est visuelle. Donc, dites-vous que avoir plusieurs images de qualité sur votre e-commerce, c'est super important pour justement favoriser l'achat. C'est aussi ajouter les mesures du produit sur une photo. Donc là, mettons aujourd'hui, moi, je suis debout, justement, parce que je me suis acheté un bureau assis debout. Avant, justement, d'acheter ce bureau, ben, la première chose que je me pose comme question, c'est est-ce que ça va rentrer dans ma chambre? Parce que si ça ne rentre pas, ben, là, ça reste que j'ai dépensé peut-être 1000 $ pour quelque chose qui ne rentrerait pas dans ma pièce. Donc là, bien sûr, ça, c'est plus pratique pour ceux qui ont justement des plus gros produits, mais ça reste pertinent d'avoir toujours une photo. Donc, avoir 4-5 photos sur fond blanc, oui, mais peut-être aussi avoir une sixième photo qui montre les mesures. Donc, ici, là, je vais vous montrer une photo qui vient de autonomous.ai. C'est sûr qu'en mettant les mesures, ça va vraiment faire en sorte que vous allez réduire les retours. Et c'est surtout pratique aussi pour tous ceux qui sont dans l'industrie du vêtement. Je sais que, mettons, je vais prendre la marque Reitman, ça, je me rappelle, c'était une présidente de Reitman qui m'avait dit ça. Elle m'a dit que souvent, les acheteurs et acheteuses, quand ils vont acheter des vêtements, ils vont acheter 3-4 vêtements, donc 3 fois le même vêtement, mais dans des tailles différentes, puis ils vont retourner les tailles qui ne sont pas bonnes. Donc là, ça fait en sorte que pour les entreprises, là, vous devez gérer les retours et ça coûte de l'argent. Donc, si déjà vous êtes capable de mettre les mesures, donc tout ce qui est, mettons, mensuration, directement les acheteurs et acheteuses qui achètent, ça va vraiment les aider à prendre la meilleure décision. Et aussi, il y a le pouvoir de la vidéo. Donc là, moi, ce que je vous recommande de faire, c'est aussi d'avoir une courte vidéo de 30 secondes qui permettent aux gens de voir c'est comment découvrir votre produit, comment votre produit est utilisé au quotidien. Donc là, ici, je vous ai donné un exemple d'une marque en fait, qui, eux, ils vendent justement des produits pour les hommes. Donc, eux, ils ont une petite vidéo de 30 secondes qui montre justement comment c'est d'ouvrir leurs produits. Comme ça, les gens peuvent déjà s'imaginer, se dire, OK, quand je vais recevoir ce produit dans la boîte aux lettres, eh bien, je pourrais déjà s'imaginer c'est quoi l'expérience, c'est quoi les bénéfices. Donc, qu'est-ce qu'on doit retrouver dans la vidéo? C'est montrer l'expérience de déballage, le produit dans un contexte d'utilisation, le bénéfice principal aussi, donc comment le produit va simplifier la vie du client. Idéalement aussi, c'est d'avoir une personne afin d'humaniser votre marque. Et ça, c'est un bonus si vous êtes capable d'avoir une personne qui ressemble à votre client idéal. Moi, ici, j'ai mis pas plus que 30 secondes, mais c'est sûr que selon la complexité du produit que vous vendez, ça peut différer. Si vous avez un produit qui est très complexe, vous pouvez aussi vous permettre de faire une vidéo de 2 minutes. Il y a certaines marques qui le font. Le but, c'est vraiment que les personnes puissent déjà visualiser c'est quoi l'expérience qu'ils auront une fois qu'ils auront investi ici.
Aussi, c'est important d'intégrer des photos qui sont lifestyle pour faciliter la visualisation. Donc là, ici, j'ai pris la marque Lambert Bag. Donc, eux, ils vendent des sacs à main vegan. Eux, c'est sûr que si vous regardez un peu leur fiche produit, ils ont plusieurs photos du produit sur fond blanc. Mais ils ont aussi des photos lifestyle parce que, mettons, les femmes qui vont acheter ces sacs à main, elles peuvent déjà se visualiser, se dire, OK, voici à quoi je ressemblerais avec un sac Lambert en main. Si jamais, il y a deux façons que vous pouvez faire, c'est soit vous faites les photos par vous-même, soit vous pouvez aussi utiliser le marketing d'influence. Vous avez aussi à Montréal ce qu'on appelle le UGC Shop. UGC Shop, une compagnie qui se spécialise dans la création justement de visuels pour les e-commerce, qui pourrait aussi vous aider à obtenir ce genre de visuels ou des photos aussi, des photos de déballage. Donc là, je vais vous montrer un exemple. Autre chose, c'est aussi de miser sur ce qu'on appelle le User Generated Content afin d'aller chercher plus d'engagement. En utilisant des photos qui proviennent d'anciens clients, ça va ajouter de l'authenticité à votre marque, ça va humaniser le tout. Pourquoi le User Generated Content est important? Dites-vous que 85% des utilisateurs trouvent que l'UGC, c'est plus crédible et ça influe davantage sur la décision d'achat. Et d'ailleurs, il y a aussi une autre statistique qui dit que les milléniaux, ils affirment qu'une marque où on trouve beaucoup de UGC est gage de qualité. Donc ça, c'est quand même assez important. Dites-vous que, surtout avec la montée de TikTok, les gens, justement, ils vont chercher. Ils vont dire, OK, mais est-ce qu'il y a d'autres personnes qui utilisent le produit? C'est aussi important de ne pas oublier les avis d'anciens clients. Donc là-dessus, capitaliser sur l'email marketing pour chercher de nouveaux avis, sur vos fiches produits. Moi, ma recommandation, c'est si vous avez par exemple Shopify, WooCommerce, installez le logiciel Klaviyo. Vous pourrez faire l'intégration pour mettre en place des messages de remerciement et des messages pour aller chercher des anciens avis. Désolé. De cette façon-là, les gens qui vont venir sur votre commerce, quand ils vont magasiner, ils vont dire, ah, OK, non seulement le produit semble beau, mais en plus de ça, je vois qu'en dessous, il y a des avis d'anciens clients. Donc là, les gens sont satisfaits. Donc, ça envoie quand même un message qui est positif. Donc, pour aller chercher des anciens avis, donc moi, ce que j'avais dit plus tôt, c'est créer une séquence de remerciements avec Klaviyo. Il y a aussi d'autres logiciels d'email marketing selon ce que vous utilisez, mais Klaviyo, moi, c'est ce que je recommande chaleureusement. Autrement, aussi, vous pouvez utiliser l'emballage. Beaucoup de marques, ce qu'elles font, c'est parfois qu'elles vont mettre une petite carte, et là-dedans, elles vont mettre une petite carte qui vont dire, ben, regarde, laissez-nous un avis, et là, il y a un code QR. Et directement, les gens ils peuvent se rendre sur votre site, sur la fiche Google My Business, pour laisser un avis sur vos pages produits ou sur vos réseaux sociaux. L'objectif, c'est que vous devez maximiser les points de contact. Donc, autant l'email marketing, ça peut être aussi le SMS marketing, ça peut être aussi l'emballage. Il faut vraiment s'assurer que vous puissiez récolter les avis de vos clients de façon automatisée. Je vous recommande aussi chaleureusement l'installation d'un live chat. Parce que de plus en plus, les gens, beaucoup n'aiment pas nécessairement devoir prendre le téléphone pour répondre aux questions. Ça, c'est une chose assez importante. Et si, admettons, on doit envoyer un courriel pour obtenir réponse à ces questions, mais ça demande trop d'efforts. Personnellement, moi, ça arrive aussi. Parfois, ils disent, OK, ben, contactez-nous, puis il faut écrire un email. Je ne suis pas vraiment tenté. C'est sûr que si moi, je suis dans un mode d'achat, j'ai envie d'avoir une réponse dès maintenant. Et selon LTV+, ajouter un live chat peut augmenter les conversions de 12% sur votre boutique en ligne. Donc, pour ceux qui ont des e-commerce, qui restent dans comment je choisis le bon live chat, moi, j'ai 4 choses importantes que vous devez regarder. Première chose, c'est le budget. C'est sûr que si, admettons, vous venez de vous lancer, je ne vous recommanderais pas d'investir dans un live chat qui coûte 89 $ par mois, si vous ne vendez pas encore. Deuxième chose, c'est les automatisations. Certains live chats vous permettront de mettre en place des messages de bienvenue, des messages, par exemple, pour réaccueillir une personne qui revient sur votre site pour la deuxième fois. Mettons, quand une personne quitte votre site, il y a aussi des automatisations possibles. Donc, tout ça, c'est des choses qui sont importantes à regarder. C'est aussi tout ce qui est lié avec la personnalisation. Est-ce que, mettons, visuellement, le live chat que vous allez mettre en place, il va être beau? Est-ce qu'il va s'intégrer aussi avec votre image de marque? Parce que la dernière chose que vous voulez, c'est avoir, par exemple, un live chat qui
je sais pas moi, il soit d'une couleur, on va dire qu'il soit rouge, mais alors que tout votre site est vert. Si vous ne pouvez pas faire ce genre de personnalisation-là, c'est assez embêtant. Et surtout, est-ce qu'il y a une intégration possible avec la boutique en ligne? Parce qu'il y a des live chats, je vais prendre l'exemple Messenger de Facebook. Oui, c'est sûr que c'est lié avec votre compte Facebook, mais ce n'est pas directement lié avec votre site en ligne. Est-ce que, mettons, tous les produits vont apparaître? Est-ce que vous pouvez mettre des menus dans le live chat? À partir de là, moi, je vous ai fait quelques recommandations, donc quelques live chats à regarder pour votre e-commerce. TDO Chat, je trouve que c'est très bon, ça s'intègre bien avec beaucoup de e-commerce. Il y a Georgette Live Chat, un peu plus cher, Live Chat aussi. Et si jamais vous voulez utiliser Messenger, moi, ce que je vous recommande chaleureusement, c'est d'utiliser Messenger avec l'extension ManyChat, qui permet de complémenter Messenger de Facebook, et ajouter des automatisations. C'est aussi important d'ajouter votre proposition de valeur en dessous du bouton d'ajout au panier. Donc moi, je vais donner un exemple avec ce que j'ai fait avec la marque Souhoum. La marque Souhoum, eux, ils vendent des savons qui sont écolos, des savons qui sont faits au Québec, faits à la main. Mais c'est important aussi de le rappeler. C'est pour ça que juste en dessous du bouton ajouter au panier, ben là, on retrouve aussi c'est quoi la proposition de valeur de la marque. Donc là, je rappelle aux clients que, eh ben, regarde, nos produits sont faits avec du papier soluble, ça a été fait au Québec et c'est fait à la main. Si jamais, par exemple, vous n'avez pas une proposition de valeur qui est claire en ce moment, ce que vous pouvez aussi mettre, c'est votre politique de retour ou livraison. Donc, si vous dites, exemple, livraison gratuite, c'est aussi une chose qui peut être mise en dessous. Si vous avez retour facile, c'est aussi une chose qui peut être mise de l'avant. L'objectif, c'est juste qu'en dessous de votre bouton d'appel à l'action, il faut que ce soit imagé des raisons pour lesquelles les gens devraient ajouter le produit au panier. Ce que j'invite aussi à faire, c'est de prévoir les différentes objections de vos clients avec une FAQ. Donc, Frequently Asked Question en anglais ou foire aux questions en français. L'objectif, c'est de vraiment répondre aux interrogations les plus courantes. C'est super important d'en avoir une parce que, dites-vous que la majorité des gens, lorsqu'ils sont en train de magasiner en ligne, ils ne vont pas toujours prendre le temps de vous contacter pour répondre à leurs questions. Ils vont d'abord chercher par eux-mêmes et ensuite vont vous contacter. C'est un peu comme quand on est dans un magasin. Donc moi, mettons, quand je vais dans un Sport Expert acheter des souliers, personnellement, je rentre, j'ai mes écouteurs, je n'ai pas envie de me faire déranger, je vais magasiner par moi-même. Si vraiment je ne trouve pas ce que je veux, là, je vais contacter la personne. Ça, c'est pour moi. Après, ce n'est pas tout le monde, mais c'est un exemple comme ça. Le but, c'est vraiment de donner le plus possible euh, de munitions à votre service à la clientèle. Et dites-vous, comme je l'ai mentionné, 69% des utilisateurs vont tenter de répondre à leurs questionnements par eux-mêmes avant de vous contacter. Et c'est vraiment une bonne façon aussi de répondre aux questions et c'est bon pour votre référencement naturel, donc pour se classer sur Google. Si vous répondez aux questions, ben, ça peut aussi parfois se référer directement dans Google. Donc, pour créer une FAQ, comment on fait? Première chose, c'est de lister les questions les plus fréquemment posées par email ou dans votre live chat. Donc, prenez un peu de temps, regardez c'est quoi les questions qui reviennent fréquemment, celles où vous mettez vraiment le plus de temps. Et ensuite, pour chacune des questions, vous devez rédiger une réponse qui est claire. Et finalement, là, vous avez deux options. Vous pouvez soit créer une page FAQ, donc maintenant sur votre site, vous allez avoir une page qui ne sert qu'à ça, ou bien, et ça, ce que moi je vous recommande, c'est d'intégrer directement la FAQ sur vos pages produits. Donc là, ici, dans l'exemple que j'ai montré plus tôt, ça, c'est une page qui a été faite sur mesure, donc une page Frequently Asked Question, mais je vous recommanderais de l'avoir directement sur vos pages produits. De cette façon-là, les gens n'ont pas à devoir cliquer pour chercher l'information. S'ils peuvent tout trouver sur la page produit, ben, c'est beaucoup plus facile. Deuxième point, c'est la rapidité de votre site web. Ça, c'est super important. Idéalement, les pages de votre site doivent charger en moins de 2 secondes. Parce que dites-vous que juste 1 seconde de plus, ben, le nombre de pages vues par les clients va être baissé de 11%. Le taux de conversion, il va baisser de 7%. Et en plus, la satisfaction des clients de 16%. Les gens, en fait, et ça, c'est une chose qu'il faut retenir, les gens n'aiment pas magasiner sur des sites qui sont lents. Si votre site il est lent, les gens vont partir ailleurs. Donc là, la question, c'est comment on améliore la vitesse du site. Première chose que je vous recommande, c'est déjà de choisir une plateforme qui est rapide. Donc pour les e-commerce, Shopify et WooCommerce, c'est ces deux recommandations. Il y en a d'autres aussi qui existent. Mais ces deux-là, vous pourrez avoir quand même un site qui est quand même très rapide. Et gardez en tête que 46% des utilisateurs ne reviendront pas
sur un site qui est trop lent. Une chose que vous pouvez faire aussi à court terme, c'est de compresser les images de votre site. Une erreur que je vois très fréquemment, c'est des gens qui vont justement, c'est des sites où on va trouver des images qui sont extrêmement lourdes. Si vos images font 1 mégaoctet, c'est beaucoup trop lourd. Ça va ralentir, ça prend du temps à charger. Donc, pour ce faire, vous avez 3 options que je vous ai mis. Si, par exemple, vous faites affaire avec un photographe, vous pouvez utiliser Lightroom. Photoshop aussi vous permet de compresser les images. Et il y a aussi I Love IMG, donc ça, c'est un logiciel en ligne qui est gratuit, qui vous permet aussi de réduire et compresser la taille de vos images. C'est aussi important d'investir dans un hébergement de qualité. Pour ceux qui ont des sites Shopify, ça ne s'applique pas du tout à vous. Là, dans ce cas-ci, vous pouvez sauter ce conseil-là. Par exemple, si vous êtes sur WooCommerce, c'est là que c'est important. Parce que souvent, ce qu'on retrouve, c'est qu'il y a beaucoup d'hébergeurs qui vont vous dire, OK, on offre un bon hébergement, mais en vrai, ce qu'ils font, c'est que si vous êtes hébergé sur un serveur avec des centaines et des milliers d'autres sites, ce qui fait en sorte que l'hébergement n'est pas super. Donc là, ici, je vous ai listé 4 types d'hébergements qui sont pratiques pour les commerces en ligne, qui peuvent vous aider à avoir un bon hébergement. Parfois, ça vaut la peine de payer quelques centaines de dollars supplémentaires pour avoir un site qui est plus rapide. Une chose aussi assez importante, c'est d'avoir une politique de retour et garantie qui est simple à comprendre. Parce que vos clients, là, ils veulent voir qu'il y a une garantie de retour. Si on achète en ligne, et je me dis, je veux que mon produit dure quand même un certain temps. La pire chose, ce serait par exemple d'investir dans un produit qui, disons, n'est peut-être pas super, et que là, je dois retourner ça. Personne qui aime ça, devoir retourner un produit. Ça se dit, il faut que je remette le produit dans la boîte, j'aille à la boîte aux lettres, je remette le produit, puis en plus, je dois payer des frais de retour. C'est désagréable. Donc, si déjà vous êtes capable de mettre les attentes, de dire voici, admettons, tout, ça va vous aider aussi. Donc, qu'est-ce qu'on a retrouvé dans une politique de garantie de retour? Première chose, c'est de stipuler clairement une plage de temps pour les retours. Donc, est-ce que c'est 14 jours, 30 jours? Est-ce que c'est 90 jours? C'est important que ce soit défini. C'est aussi important de définir dans quelles conditions vous acceptez les retours. Si le produit a déjà été ouvert, est-ce que vous l'acceptez? Oui ou non? C'est aussi important de lister les conditions et les exigences pour que vous acceptiez. Donc, est-ce qu'il y a peut-être des choses qui sont importantes pour vous? C'est aussi important de garder un langage qui est simple et éviter tous les jargons légaux. Parce que les gens, souvent, même s'il y en a ça veut dire qu'ils sont peut-être allés à l'université et tout, on aime ça garder ça simple. On veut pouvoir comprendre ça le plus rapidement possible. Et idéalement, de divulguer les frais associés avec le retour d'un produit. Donc là, ça, c'est vraiment pratique pour les produits plus gros, plus lourds. C'est important de dire que le retour, c'est à vos frais. Ce n'est pas la compagnie qui l'assume. Comme ça, vous évitez justement d'avoir à gérer des plaintes de clients qui sont frustrés. Vous évitez aussi de perdre du temps. C'est une économie de temps que vous faites. Donc ça, comme je le disais, c'est définir les attentes et surtout éviter les mauvaises surprises. Je vous invite aussi à crédibiliser votre boutique en ligne en ajoutant les logos des méthodes de paiement qui sont acceptées. Donc, idéalement, il faut que les images soient de bonne qualité et aussi pas plus que 5 images dans le footer du site web. On va passer maintenant à tout ce qui est lié avec le copywriting 101. Donc, copywriting, c'est la rédaction persuasive. Comment écrire pour justement que les gens aient envie de lire et achètent. Donc déjà, qu'est-ce que le copywriting? Copywriting, ça peut être défini comme l'art d'écrire des textes qui permettent d'atteindre des objectifs fixés. Donc ça peut être du branding, ça peut être de la mémorisation, ça peut être de la conversion. Autrement dit, c'est écrire pour vendre. Et c'est quand même assez important, ça c'est une note que je veux que tout le monde retienne ici. Je sais qu'à l'école, on nous apprend à écrire d'une certaine façon. Par exemple, à l'université, on vous apprend à écrire de façon très académique pour des revues scientifiques. Quand on parle de copywriting, c'est important de vraiment mettre tout ce que vous avez appris de côté à l'école. Parce que les longues phrases que vous écrivez à l'université, en ligne, personne ne veut les lire. Donc, la première chose pour rédiger une description qui va convaincre vos clients, c'est d'avoir un persona bien défini. Donc, pour ceux qui étaient dans le dernier, le NOB, j'en avais parlé, mais je vais quand même bien prendre le temps de le redéfinir. Parce qu'un persona, en fait, ça désigne un personnage imaginaire qui représente un groupe ou un segment cible dans le cadre de campagne marketing.
Donc, ce persona, il est généralement doté d'un prénom, caractéristiques sociales. Le but, c'est vraiment de se dire, tu sais, c'est quoi son nom, c'est quoi son travail, son salaire, qu'est-ce qu'il aime dans la vie, c'est quoi ses objectifs. Et ce qui est aussi important quand on fait un persona, c'est surtout de prendre le temps de définir euh, c'est quoi le problème principal du persona. Comment le problème, en fait, gêne la personne au quotidien. Pourquoi c'est important qu'il règle ce problème-là? Parce que l'erreur, en fait, surtout dans le milieu universitaire, ce que j'observe, c'est que souvent, on met beaucoup trop l'accent sur l'aspect socio-démographique, à dire, tu sais, c'est quoi l'âge de la personne, qu'est-ce qu'il aime faire, c'est quoi son salaire et tout. Mais on oublie complètement le problème et ce qui fait en sorte que là, souvent, ben, on focalise sur une personne et on oublie la diversité d'une population. C'est pour ça que moi, je vous invite, oui, pour votre persona, euh, et définir c'est quoi les informations socio-démographiques, mais prenez beaucoup plus de temps pour aller chercher l'information sur c'est quoi le problème qu'il a, comment ça le gêne au quotidien. Une chose que je peux vous recommander pour aller chercher de l'information sur vos personas, idéalement, si vous êtes capable de parler avec votre clientèle, ça c'est un gros plus. Donc, prendre le temps de s'asseoir avec les personnes, prendre le temps genre, de poser des questions, dire, OK, ben, c'est quoi ton problème? Quelles sont les solutions? Quel est ton processus d'achat? Comprendre tout ça, c'est vraiment la meilleure façon d'aller chercher de l'information. Si jamais vous n'avez pas la chance, si vous êtes en début d'entreprise, moi, ce que je vous recommande de faire, c'est d'utiliser les analytics. Donc, vous pouvez regarder les statistiques de votre compte Instagram, statistiques de votre compte Facebook pour avoir un peu d'informations de base. Vous pouvez aussi faire de la recherche. Donc, admettons, on fait de la recherche sur les groupes Facebook. C'est une bonne façon. Donc, inscrivez-vous dans les groupes Facebook qui sont liés avec votre marché, votre industrie. Allez chercher de l'information là-dedans. C'est fou, toute l'information que les gens partagent. Et ici, donc là, ce que j'avais mentionné plus tôt, c'est pour écrire une description qui raccord avec vos clients, c'est lister c'est quoi le besoin des clients, c'est quoi aussi les caractéristiques de vos produits et aussi surtout les bénéfices. Donc là, par la suite, je vais vous expliquer comment justement bien distinguer les deux. Donc ici, quand on parle d'une fonctionnalité, c'est des caractéristiques techniques de votre article. Donc, je vais donner un exemple. Ici, moi, j'ai mon téléphone cellulaire. Là, je peux dire que c'est un téléphone qui a un écran de 4,3 pouces, qui a par exemple 8 gigaoctets de RAM. Ça, c'est des fonctionnalités techniques. Les bénéfices, c'est comment le produit améliore le quotidien du client. Donc, si, admettons, je dis que ça, c'est un écran qui a 4,3 pouces, ça, c'est une caractéristique. Et un bénéfice, c'est de dire, avec cet écran-là, maintenant, tu pourras lire facilement, tu pourras regarder tes vidéos facilement avec aisance. Si, par exemple, je dis qu'il y a 8 gigaoctets de RAM, c'est une fonctionnalité technique, mais on transforme ça en bénéfice. Mais là, c'est important de se dire, avec 8 gigaoctets de RAM, tu pourras jouer à tous les jeux que tu veux euh, avoir, sans jamais avoir de ralentissement. Donc là, ici, je vous ai fait des listes où je vous montre, par exemple, la différence entre caractéristiques et bénéfices. Là, je vais prendre l'exemple classique de Steve Jobs avec l'iPod. iPod, 4 gigaoctets de mémoire, ça ne parle pas à grand monde. Par contre, si on dit 1000 chansons et des heures d'écoute dans ta poche, ça parle beaucoup. Parce que d'ailleurs, c'est ce qui a permis, l'iPod, ça d'avoir autant un lecteur MP3. Et en fait, au début des années 2000, les entreprises qui vendaient des lecteurs MP3, elles misaient beaucoup sur notre lecteur MP3 a beaucoup de mémoire. Et les gens ne comprenaient rien à ça. Ce qui a permis à Steve Jobs de casser l'industrie, c'est de dire 1000 chansons dans ta poche. Ça parlait beaucoup plus aux gens. Un autre exemple, prenons un matelas en mousse mémoire. Pour bien des gens, la mousse mémoire, personnellement, ça ne me dit rien. Par contre, si tu me dis, regarde, c'est des bonnes nuits de sommeil, ça, c'est important. Parce que souvent, les gens, justement, avec tout ce qui est l'insomnie, choses comme ça, les gens, ils veulent avoir une solution pour bien dormir. Je vais prendre aussi, dernier exemple, le bureau assis debout sur lequel je suis. Un bureau assis debout, ce n'est pas seulement se dire, OK, ce bureau, il peut se lever jusqu'à 55 pouces. Ça ne dit pas grand-chose au commun des mortels. Par contre, dire que ton bureau assis debout te garantit des journées de travail qui sont plus productives, ça parle au client. Ce qui est aussi important, c'est de capitaliser sur le storytelling de votre marque. Parce que ce qui fait en sorte que les gens vont acheter chez vous, ce n'est pas seulement est-ce que votre produit est bon.
On ne va pas se le cacher aujourd'hui avec tout ce qui est le dropshipping, donc la possibilité aux gens de racheter, par exemple, des produits sur Alibaba puis les revendre à un prix plus élevé, ben, la compétition est plus féroce que jamais. Les barrières à l'entrée pour commencer à vendre en ligne eh bien, sont quand même beaucoup plus basses qu'elles ne le sont. Ce qui fait en sorte que les marques, justement, elles performent bien, c'est l'histoire. Donc, moi, je vois 3 points qui sont importants pour vous. Le premier étant, c'est parler de la provenance du produit. Donc, si je prends l'exemple de la marque Souhou, mais je parle de la marque de savon, c'est le fait de dire que c'est des savons qui sont faits au Québec, ça va parler aux gens. Les gens vont dire, OK, ça, c'est un produit qui est fait ici. Les gens, ils aiment l'achat local, mais ça, c'est important aussi. On peut aussi expliquer comment le produit est conçu. Ça aide grandement. Donc, littéralement, là, moi, ce que j'aime bien faire, par exemple, dans certaines pages produits, c'est vous avez les photos de votre produit, mais en dessous, vous expliquez, OK, étape 1, nous avons cuit les ingrédients pour faire le savon. Étape 2, à la maison, nous avons préparé la mixture. Étape 3, nous laissons reposer la mixture. Étape 4, finalement, on crée le savon. Étape 5, on l'emballe dans un produit hermétique, dans un emballage biodégradable. Étape 5, ben là, après, on fait l'emballage puis on vous l'envoie par la poste. Plus vous êtes capable justement d'expliquer aux personnes comment c'est fait, plus la valeur perçue sera meilleure. Il y a un autre point aussi qui est assez important, c'est mettre de l'avant l'origine, mais aussi votre histoire. Parce que, comme je l'ai dit plus tôt, les gens qui se connectent sur les réseaux sociaux, ils ne sont pas là pour voir votre produit. On est là pour voir des êtres humains. Donc, le meilleur levier pour faire grandir une marque, ça reste votre personal branding. Ça reste vous comme personne. Donc, si vous êtes capable, par exemple, je vais donner un exemple, de vous mettre de l'avant avec la personne comme TikTok. Donc, sur TikTok, beaucoup de propriétaires de e-commerce qu'ils font pour justement se faire connaître le plus possible, c'est qu'ils vont documenter leur histoire. Ils vont documenter comment c'est de gérer un commerce en ligne. De cette façon, là, les gens sont vraiment capables de comprendre, se dire, ah, OK, voici comment ça se passe, la création, par exemple, d'une marque. Je vais donner aussi quelques trucs pour bien rédiger. Première chose, c'est mettez les mots en gras, les mots importants en gras. Ça, c'est super important parce que les gens, justement, quand ils lisent en ligne, ils ne vont pas lire mot par mot, ils vont scanner. Donc, en mettant en gras les mots qui sont importants, ça aide justement le lecteur à diriger son regard vers les choses qui sont les plus importantes pour lui. Également aussi, utiliser les points de forme pour les énumérations. Je sais qu'à l'école, on nous apprend de faire les énumérations avec des virgules. Ça marche à l'université, mais en ligne, les gens ne veulent pas ça. C'est trop long, ça demande trop d'efforts. Vous faites des points de forme. C'est pour ça que d'ailleurs, toutes les diapositives, vous regarderez, j'ai toujours mis ça en point de forme. Parce que si je mettais ça dans une longue phrase, ce serait trop long, trop d'efforts. Et idéalement aussi, faites des phrases de 15 à 20 mots maximum. Au-dessus de 20 mots, là, quand votre phrase fait plus que 20 mots, souvent, c'est qu'elle est trop longue. Il y a peut-être 2 idées dans une phrase. Une phrase, une idée. Aussi simple que ça. Donc, un petit truc aussi que je peux vous donner pour raccourcir vos phrases, évitez de mettre trop d'adverbes. Ça fait juste rendre le tout plus lourd. Maintenant, la question, c'est comment mesurer l'impact du CRO. Parce que là, plutôt, je vous ai donné vraiment plusieurs bonnes pratiques, des façons justement d'aller améliorer, améliorer vos ventes, les optimisations que vous pouvez mettre en place sur votre commerce en ligne. Et une chose qui est importante à garder en tête, c'est que le CRO, c'est un travail qui se fait en continu. C'est un peu comme le sport. Mettons, vous allez au gym. C'est sûr que si vous faites ça, je ne sais pas, vous allez une fois au sport pendant 9 heures, vous n'allez pas non plus avoir le corps de vos rêves. Donc, c'est important de faire ça en continu et prendre le temps de toujours mesurer. Première chose, c'est installer Google Analytics. Ça paraît tout simple. Il y en a plusieurs parfois que je vois ça qui n'ont pas Google Analytics installé. Google Analytics, c'est l'outil gratuit. C'est l'outil gratuit de Google. C'est l'outil, je pense, le plus utilisé, entre autres, pour mesurer justement ses efforts marketing. Donc, moi, ce que je vous recommande, c'est installer Google Analytics sur votre site. Par la suite, vous pouvez ajouter ce qu'on appelle le suivi e-commerce. Et dans votre Google Analytics, vous avez aussi ce qu'on appelle le Enhanced e-commerce. J'ai aussi une petite note aussi assez importante parce que là, aujourd'hui, on est en avril 2022. Récemment, Google, ils ont annoncé la mise en place de Google Analytics 4. Donc, le prochain logiciel qui va devenir obligatoire en 2023.
Donc, moi, ce que je vous recommande, si, admettons, vous installez Google Analytics pour la première fois, c'est vous pouvez faire l'installation de Google Analytics 3 et ajouter Analytics 4 aussi en même temps. De cette façon-là, vous aurez la donnée. Quand l'ancien Google Analytics va mourir, on va être désuet, mais vous aurez quand même la nouvelle version qui est déjà installée sur votre site. Une autre façon aussi, c'est Hotjar. Donc, Hotjar, c'est un logiciel qui vous permet d'analyser le comportement de vos utilisateurs grâce à des heatmaps. Autrement, c'est que vous pouvez carrément espionner vos utilisateurs. Pourquoi moi j'aime bien utiliser Hotjar? Première chose, c'est que vous pouvez vraiment voir qu'est-ce que la personne fait sur votre site. Vous pouvez aussi récolter de la rétroaction qui provient des utilisateurs. Donc, moi, ce que je vous recommande avec Hotjar, par exemple, c'est que vous pouvez mettre des genres de petits sondages qui vont apparaître sur le site. Et là, vous pouvez dire, ben, comment se passe l'expérience sur le site web. Et à partir de là, à partir de toutes les informations collectées, moi, ce que je vous invite à faire, c'est identifier les éléments avec lesquels les utilisateurs interagissent le plus. Qu'est-ce qui fait en sorte qu'un utilisateur ne va pas compléter son achat en ligne? Donc là, ici, je vous ai donné des outils informatiques. Une bonne façon de faire aussi, c'est si la session, ça donne plus de moyens, c'est de faire l'expérience avec une personne en temps réel. Donc, vous demandez à un ami, une amie de naviguer sur votre site et d'émettre des commentaires. Ça, je pense que c'est l'une des meilleures façons. C'est sûr que c'est coûteux. Ça prend du temps, puis dans certains cas, vous devez aussi payer la personne, mais je trouve que c'est aussi une bonne façon d'aller chercher des insights qui vont vous permettre d'avoir un site qui est plus performant. Donc là, pour ceux qui se posent la question, mais comment on installe ces outils, vous avez deux façons. La première étant, vous pouvez intégrer le code par vous-même. Vous pouvez aussi utiliser ce qu'on appelle Google Tag Manager. Ou vous pouvez aussi demander l'aide d'un développeur. Donc ça, ici, c'est vraiment trois façons de pouvoir traquer les gens, pour comprendre en fait comment analyser le tout. Donc là, si on résume un peu cette masterclass sur le Conversion Rate Optimization, pour convertir davantage sur une boutique en ligne, il est important de, comprendre la provenance et la température du trafic. Donc là, on a parlé d'un trafic froid, donc des gens qui ne connaissent pas votre marque, trafic tiède, des gens qui connaissent votre marque, sont engagés, mais qui ne sont pas encore prêts à acheter, et le trafic chaud. Donc là, on parle vraiment des gens qui, eux, sont vraiment prêts, ils ont leur carte de crédit sur la table. Deux, on a parlé de capitaliser sur le pouvoir des images de la vidéo. Donc là, ce qui est important pour vous quand vous allez faire des photoshoots, c'est de vous assurer d'avoir au moins 4 à 5 photos du produit sous plusieurs angles. Avoir aussi une autre photo avec les mesures du produit. Ça va aider les personnes à justement pouvoir s'imaginer comment le produit va s'installer dans leur vie. Et aussi avoir une vidéo. Donc une vidéo qui montre comment se passe l'expérience de déballage du produit, comment en fait on utilise le produit au quotidien et c'est quoi les bénéfices. On a également abordé le sujet du copywriting. Donc là, ce qui est important pour vous, c'est de faire vos recherches, donc comprendre c'est qui le client idéal, c'est quoi son problème principal, comment ce problème il fait en sorte que le client se sent mal. Si jamais vous n'avez pas la chance de pouvoir parler avec des personnes directement, allez dans des groupes Facebook, inscrivez-vous là-dedans, regardez qu'est-ce qui gêne les clients. Une autre chose aussi que je peux vous donner, c'est d'aller sur Amazon. Donc, si, admettons, vous avez des produits similaires sur Amazon, allez sur Amazon, allez lire les commentaires négatifs. Souvent, c'est là que vous pouvez voir, admettons, différents insights, des propos intéressants qui viennent de vos clients. Et finalement, il est aussi important de prendre le temps de mesurer et optimiser. Donc, pour mesurer, on utilise Google Analytics, ça c'est la base. Vous avez aussi Hotjar, qui est un outil pour analyser le comportement de l'utilisateur avec des heatmaps. Et idéalement aussi, il serait important d'aller chercher le plus possible de pouvoir parler avec vos clients. Donc, si, admettons, vous pouvez inviter un groupe chat, tout, une réunion de groupe avec des clients, demander leur avis, c'est là qu'on peut aller chercher le plus de insights sur vos clients. Donc, c'est ce qui complète justement ce learn-up sur le CRO. Donc, moi, ce que je vous invite à faire, c'est aussi m'ajouter sur LinkedIn. Il faut m'ajouter sur TikTok et Instagram. Là, justement, si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas, ça me faire plaisir de communiquer avec vous. Merci beaucoup, Thierry. Alors, je regarde le chat en ce moment, il n'y a pas de questions. Alors, je me demandais, est-ce que vous avez des questions à nous poser avant qu'on termine la séance? Merci beaucoup d'avoir participé au Learn Up aujourd'hui. C'était très intéressant.
Alors, je vais mettre le contenu complet de ce Learn Up sur notre chaîne YouTube, Unite and Prosper. Je vais vous envoyer le lien par courriel. Euh, alors, je vais vous dire encore une fois, s'il vous plaît, de faire la maturité numérique, surtout si vous avez une entreprise. Comme ça, on va pouvoir vous contacter et vous jumeler avec un expert ou vous référer à des ressources. Tout ça de façon gratuite. Et pour pouvoir vous aider, on a besoin de ces résultats. Alors, merci beaucoup d'avoir participé au Learn Up aujourd'hui et j'espère vous voir au prochain. Parfait. Alors, passez une excellente journée. Merci d'avoir été là.